Chapitre 1. Une averse des plus insolites. Le village de Marlécombe s'était toujours enorgueilli de son climat, ou plutôt de son refus obstiné de participer à des événements extrêmes. Les étés étaient doux, les hivers cléments, et le printemps et l'automne étaient tour à tour charmants. Ainsi, lorsqu'une averse soudaine s'abattit sur le plafond de l'église Saint-Michel lors de la réunion annuelle de la Guilde des Fleurs, une averse qui tomba à l'intérieur, malgré un ciel clair, c'était comme si la nature elle-même avait commis un faux pas social. « Oh, dis donc !» murmura Madame Amelia Tuckerton, en serrant plus fort son châle à motif cachemire autour de ses épaules, levant les yeux vers les chevrons, tandis que l'eau éclaboussait les bancs en bois poli. Comme c'est impair. Un vase de camélia rose, fraîchement disposé sous la chaire, s'écroula dans un tintement théâtral. La pluie, ou quelque chose d'approchant, ruisselait du grenier en larges filets, imbibant le tapis rouge de taches sombres. Plusieurs femmes poussèrent de petits cris de protestation en se précipitant pour rassembler leurs compositions et les protéger du déluge impromptu. « Quelqu'un a-t-il laissé couler un robinet ?» demanda la jeune Lydia Croom, ses boucles blondes ondulant tandis qu'elle se précipitait vers la sacristie. « Le toit ne peut pas fuir. »« Il n'y a pas un nuage au ciel, » dit le révérend Puckle, qui était apparu dans l'embrasure de la porte, son surplis sous le bras et l'air profondément perplexe. « Je viens de sortir pour saluer le nouveau labrador de mademoiselle Witherby, et il fait un temps radieux. » Miss Jane Marple, assise tranquillement sur le troisième banc, sa broderie soigneusement pliée sur ses genoux, observait le chaos se dérouler avec une curiosité calme, presque sereine. Ce n'était pas la pluie, si pluie il y avait, qui l'intéressait. Non, c'était le schéma des réactions, qui bougeait vite, qui hésitait, qui paraissait effrayé et qui paraissait calculateur. Elle remarqua en particulier le visage de M. Julian Hargrove, le trésorier de l'église, qui était devenu pâle et s'éloignait de l'allée latérale comme s'il avait vu un fantôme. Il ajusta ses lunettes d'une main tremblante et marmonna quelque chose à propos d'écoulement. En quelques minutes, la sacristie était en émoi. Quelqu'un avait coupé le courant. Plusieurs femmes affirmaient avoir aperçu quelque chose d'étrange dans le grenier. Une ombre, un mouvement, peut-être un oiseau. Mais Lydia jurait haut et fort que rien n'allait d'anormal après avoir vérifié. Mais ce ne sont pas les dégâts des eaux, ni les compositions florales détruites, qui ont bouleversé Marlécombe. C'est ce qu'ils ont trouvé dans le beffroi plus tard dans l'après-midi. Le sonneur, M. Tom Evers, un homme fiable aux doigts tachés d'huile et à l'ouïe d'une taupe, était monté inspecter le toit avec la bénédiction réticente du vicaire. Il redescendit 15 minutes plus tard, blanc comme un linge, serrant une manche humide dans sa main calleuse. « Il y a quelqu'un là-haut, » dit-il d'une voix rauque. Un corps, complètement mort, suspendu à la traverse de la cloche comme un horrible ornement. Chaos. Lydia Croom fondit en larmes. Madame Tuckerton s'évanouit pour la 3e fois ce mois-là. Le vicaire laissa tomber son livre de psaumes. C'était Miss Marple qui restait assise, les mains soigneusement jointes, les yeux lointains mais pensifs. « J'ai plutôt pensé que cela pourrait arriver à quelque chose de ce genre, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. La police fut appelée de la ville voisine. Le propre agent de police de Marlécombe, le jeune Dennis Frawley, avait l'intelligence d'une pomme de terre et le tempérament d'un chien de berger. L'inspecteur Crispin Leach arriva moins d'une heure après Mutch Withering, sortant de sa voiture noire et boueuse avec une expression d'ennui professionnel qui disparut à la vue du corps. Le défunt était un homme d'une 40aine d'années, inconnu de la plupart des habitants du village, bien que quelques-uns aient affirmé l'avoir vu à la poste le jeudi précédent. Il portait un simple pardessus gris, des chaussures bien cirées, et ne portait pas d'alliance. Le plus curieux était sa cravate, une hideuse cravate marron et or brodée de minuscules nuages de pluie. « Pas de papier d'identité, » marmonna l'inspecteur Leach en tirant sur ses gants. « Portefeuille manquant. »
Passeport, s'il en avait un, disparu. Mais je suis sûr que quelqu'un le connaîtra. Ces villages parlent toujours. Il leva les yeux et aperçut Miss Marple, qui était arrivée avec une précision tranquille, juste derrière la ligne de police, son manteau boutonné, ses gants propres, son chapeau légèrement de travers dans le vent. « Ah !» dit Leach avec un demi-sourire. « Mademoiselle Marple, j'aurais dû me douter que vous seriez là. Laissez-moi deviner. Vous avez déjà une théorie. »« Oh là là, non !» dit Miss Marple, les yeux pétillants. « Ce n'est pas une théorie, juste un souvenir. Vous savez, ça me rappelle très fort un incident impliquant le chat de ma cousine Mildred, une citerne qui fuyait et un assureur itinérant. Mais allez-y, inspecteur, je n'oserais pas intervenir. » Le soir, Marleycombe bourdonnait comme une ruche dérangée. Le King's Bell, le seul pub à 5 kilomètres à la ronde, était envahi de spéculations, de fumée et d'une forte odeur de tourte au bœuf. Les voix s'élevaient autour des shops et du thé, échangeant des théories avec l'assurance que seules les rumeurs de petite ville pouvaient offrir. « Un vagabond, » dit M. Pritchard, le boucher. « Sûrement un vagabond rancunier. »« Espion, » murmura Miss Ellaline Weeks, la professeure de piano la plus imaginative de Marleycombe. « Vous me suivez. Cette cravate, un code pour quelque chose. Je suis tombé du toit et je me suis accroché à la poutre, » a déclaré l'agent Frawley, qui a été récompensé par le silence puis par des rires. De retour dans son cottage bien rangé de Church Lane, Miss Marple était assise, une tasse de thé fraîche à la main et ses aiguilles à tricoter à la main. Le tonnerre grondait doucement au loin, même si le ciel restait globalement dégagé. Ce n'était pas la météo qui la préoccupait, c'était la façon dont Julian Hargrove avait tressailli. Le tremblement dans la voix de Lydia, le regard subtil échangé entre Madame Tuckerton et le révérend, disparu en une seconde, mais tout de même remarqué. Et par-dessus tout, c'était la sensation particulière que cette mort particulière n'était pas censée se produire dans le beffroi. Elle prit son stylo et écrivit un seul nom dans son petit carnet. Pluvier. Pas un nom, un mot. Mais il avait un sens. Il lui suffisait de se rappeler où elle l'avait entendu. Et à Marleycombe, ce souvenir était primordial. Chapitre 2. L'homme à la cravate nuage de pluie. Le village de Marleycombe n'avait jamais été très accueillant envers les étrangers. Non pas qu'ils fussent méchants, loin de là. On offrait encore du thé et la confiture était maison. Mais derrière chaque sourire poli et chaque question posée se cachait un solide mur de suspicion. Les étrangers apportèrent le changement, et le changement, comme l'a dit un jour Miss Witherby, était presque aussi grave que le vol. Ainsi, l'apparition d'un homme mort dans le clocher de Saint-Michel, un homme que peu de gens, voire personne, pouvaient nommer, a créé des vagues qui se sont propagées plus rapidement que n'importe quel sermon ou sermonnette. Au petit déjeuner le lendemain matin, l'incident n'était plus qualifié de « cette chose horrible dans l'église ». Il était devenu le meurtre du beffroi, comme si le village avait décidé de lui donner un nom, comme on le ferait pour une oie ou un vent importun. Miss Marple, quant à elle, versa de l'eau chaude dans sa théière marron et jeta un coup d'œil à la route en contrebas par la fenêtre aux rideaux de dentelle. Son regard était calme, même si son esprit avait déjà 5 longueurs d'avance sur les autres. Marleycombe bavarderait, la police enquêterait. Mais si l'on voulait réellement progresser, ce serait par l'écoute et la mémoire. Tandis que sa bouilloire sifflait doucement, elle réfléchissait à nouveau aux détails curieux de la veille. La cravate, bordeaux et or, brodée de minuscules nuages de pluie délibérément dessinés, pas caricaturaux certes, mais stylisés, presque comme un objet de club ou de cercle privé. Le genre d'excentricité qui signifiait souvent quelque chose, si seulement on savait la déchiffrer. Et puis, il y avait le timing. Le corps avait été découvert juste après que la pluie soit tombée à l'intérieur. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait orchestré une diversion. Le trempage, la confusion, la perturbation des plans de la guilde des fleurs.
Quelqu'un voulait retarder la découverte juste assez longtemps. Mais pourquoi? Au milieu de la matinée, l'inspecteur Leach était de retour à Marlécombe, cette fois avec 2 agents de police à la remorque et un carnet déjà à moitié rempli de gribouillis. Miss Marple le rencontra alors qu'il remontait le chemin du presbytère. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle doucement. « J'espère que l'autopsie ne sera pas retardée. » Notre vicaire est hors de lui. Il dit qu'il ne peut pas, en toute conscience, célébrer la messe du dimanche avec une scène de crime en vue. Leach lui lança un regard à mi-chemin entre l'irritation et le respect réticent. « Vous avez toujours 2 longueurs d'avance, Miss Marple. » Elle esquissa un léger sourire. « Seulement en marchant lentement et en étant attentif, inspecteur. » Il soupira. L'homme n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Pas de portefeuille, pas de papier, juste quelques shillings et un ticket de théâtre londonien daté de jeudi dernier. On envoie un portrait robot dans tout le comté, mais je doute qu'on obtienne grand-chose. Personne ne regrette un homme comme celui-là, du moins pas officiellement. « Londres, dites-vous » demanda Miss Marple, tricotant déjà en main, mais pas encore commencé. « Oui. » L'Odéon sur Shaftesbury Avenue. Une matinée sur les momies égyptiennes et l'or perdu. Du matos ringard, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord, mais les gens ne vont pas à Shaftesbury Avenue sans le vouloir. Elle pencha la tête. Et les chaussures? Leach cligna des yeux. Des chaussures? Oui. Polies, mais pas neuves. Les talons ont été récemment ressemelés, probablement par M. Timms dans Much Withering. Il utilise un mélange de colle très particulier. Ça sent l'huile de lin et le vinaigre. Leach la regarda, puis émit un petit grognement et griffonna quelque chose. Pendant ce temps, au Kingsbell, la conversation avait évolué. « Je l'ai vu, vous savez, » dit M. Gerald Vane, le maître de poste, en tirant sur sa pipe. « Il y a 2 semaines. Il est venu s'enquérir des cabines téléphoniques. Il voulait savoir si certaines étaient hors service. J'ai trouvé ça bizarre, mais vous savez comment sont les Londoniens, toujours curieux de quelque chose. J'ai entendu dire qu'il avait séjourné au Hare and Hen, dit Madame Dibble, la commère la plus célèbre de Marlécombe et modiste semi-retraitée, mais seulement pour une nuit. Mardi. Chambre 3, la petite au-dessus de la cuisine. La bouilloire ne fonctionne pas. Ça sentait toujours le bacon. Quelqu'un a-t-il dit quel était son nom? Demanda Miss Ellaline Weeks. J'ai signé le livre d'or sous le nom de Hare Lane, dit Madame Dibble avec la satisfaction suffisante de quelqu'un qui aurait examiné le registre elle-même. Mais je parie que c'est aussi faux que la moustache de mon second mari. Depuis son coin habituel près du feu, Madame Vinton, âgée de 82 ans et largement ignorée, s'éclaircit la gorge. Il pleurait, dit-elle soudainement. Silence. Tout le monde s'est retourné. L'homme, répéta-t-elle, Hare Lane ou qui que ce soit, je l'ai vu mercredi matin, assis sur le banc près du green. Il avait ce parapluie ridicule avec le manche sculpté en forme de canard. Il avait le visage dans les mains, et je jure sur l'âme de feu Ernest qu'il pleurait comme un enfant. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a rendu une visite de courtoisie au presbytère. Le révérend Puckle luttait contre son stress. Il lui offrit 3 sortes de biscuits, mais elle n'en accepta aucun. « J'ose dire que cela va créer une ambiance plutôt étrange sur les vêpres, » murmura-t-il en regardant la bouilloire brûler sur la plaque de cuisson. Miss Marple lui lança son regard placide habituel. « Dites-moi, vicaire, » dit-elle doucement, « avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le jubé récemment? Un recueil de cantiques égarés, des traces de pas dans l'escalier peut-être ?» Il fronça les sourcils. « Eh bien, puisque tu le dis. Madame Croom s'est plainte d'avoir entendu du bruit dimanche dernier en venant polir les cuivres. J'ai cru que c'était le vent, mais elle était catégorique. » Miss Marple hocha la tête. « Et Monsieur Hargrove? Il semblait plutôt perturbé hier. » Le vicaire fronça les sourcils. « Julian? Oh, eh bien, il est nerveux depuis cette affaire de contrôle l'année dernière. Vous vous souvenez, les assiettes de collecte mal comptées et le carnet de reçus manquant. En effet, dit doucement Miss Marple. Ce soir-là, seule dans son salon, son agenda ouvert à côté de son thé, Miss Marple sortit une petite enveloppe de son sac à tricot. À l'intérieur se trouvait quelque chose que personne d'autre à Marlécombe n'avait vu.
le bout de cette cravate particulière. Si la police l'avait ignoré, elle, en passant devant l'échelle du clocher, avait remarqué un fil coincé dans un clou. Un fil qui n'était ni en coton ni en soie, mais district, tissé à bas prix, et elle soupçonnait qu'il brillerait faiblement sous une certaine lumière. Elle l'enverrait bien sûr discrètement à son neveu Edward, qui travaillait au musée des textiles de Londres. Mais même sans avoir testé, elle savait une chose. La cravate n'avait pas été fabriquée en Angleterre. Et d'après son expérience, les choses qui ne sont pas fabriquées en Angleterre, surtout les choses bon marché et tape à l'œil, sont souvent accompagnées de problèmes cousus dans les coutures. Miss Marple s'est assise, un nouveau point se formant soigneusement sur ses aiguilles. Quelque part dans la vie tranquille de Marleycombe, quelqu'un avait tiré un fil trop loin, et cela allait se dénouer plus tôt qu'il ne le pensait. Chapitre 3. Un parapluie sans pluie. Le lendemain matin, l'incident du beffroi était devenu bien plus qu'une simple rumeur. Il avait poussé des griffes et des ailes, comme ces redoutables hiboux qui hantaient les haies en hiver, et s'était propagé dans tous les recoins de la vie de Marleycombe. Le sujet le plus évoqué, en dehors de l'identité du défunt, était le parapluie. Personne ne pouvait dire où il était allé. Mademoiselle Ellaline Weeks jura avoir vu l'homme le serrer dans ses bras la veille de sa mort. Un étrange parapluie gris pâle avec un manche en forme de tête de canard, sculpté dans ce qui semblait être de l'ivoire. Elle prétendit qu'il était assis près du monument aux morts, son parapluie dressé sur le banc à côté de lui, alors qu'il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Mais lorsque la police a fouillé le grenier et ses environs, aucun objet de ce genre n'a été retrouvé. Ni dans l'église, ni dans le cimetière, ni dans les égouts. « Je pense qu'il a peut-être disparu », dit l'agent Frawley avec une certaine satisfaction sombre, comme si les parapluies étaient connus pour faire de telles choses. Miss Marple, entendant cela, ne fit aucun commentaire. Elle regarda simplement par la fenêtre et se dit doucement « Les choses disparaissent rarement à Marleycombe. Elles sont soit égarées, soit dissimulées. » À 11 heures précises, comme elle le faisait tous les mardis depuis 21 ans, Miss Marple prit le thé avec Dora Fanshawe. Dora vivait dans une maison couleur biscuit avec des volets roses et un perroquet nommé Amiral, qui ne répétait que les phrases « Que Dieu me bénisse » et « Scélérat », selon, semblait-il, le ton de la conversation. « Je suppose qu'il faut croire que tout est réglé », dit Dora en versant du thé avec une agressivité inutile. L'inspecteur Leach a posé des questions, mais tout est terriblement silencieux. Trop silencieux. Le nom de l'homme mort reste inconnu, dit Miss Marple calmement. Exactement. N'est-ce pas étrange? Un homme débarque dans notre église et personne ne sait qui il est. Pas même une carte postale dans sa poche. Personne admet. Je sais, corrigea Miss Marple, mais il y a toujours quelqu'un qui le sait. Dora pencha la tête. Tu crois que quelqu'un au village cache quelque chose? Je crois que quelqu'un l'est toujours, ma chère, dit-elle avec un léger sourire. Les villages sont comme des patchwork, jolis de loin, mais pleins d'aiguilles acérées quand on les retourne. L'amiral choisit ce moment pour crier « Scélérat !» Au commissariat de police, un modeste bâtiment en briques avec plus de paperasse que de plomberie. L'inspecteur Leach était assis et examinait les déclarations avec un mal de tête croissant. Monsieur Hargrove avait affirmé ne pas connaître cet homme. Lydia Croom, Madame Tuckerton et la moitié de la guilde des fleurs aussi. Mais il y avait quelque chose de tendu dans leur voix, quelque chose de répété, comme une pièce jouée trop souvent. Il se frotta les tempes. Ça ne rentre pas. Pas d'argent, pas de papier d'identité, aucune trace de lutte, mais clairement placée là, intentionnellement. Ce n'était pas un suicide. L'agent Frawley, assis en face de lui, le nez taché d'encre, hocha la tête solennellement. « Il était mort avant d'être hissé, monsieur. Le médecin l'a dit. Des traces de ligature. Ligoté post-mortem, comme s'il avait été pendu pour la galerie. » Leach le regarda fixement. « On n'a pas encore dévoilé ce détail. »« Non, monsieur. Je l'ai juste entendu. À la cloche du roi. On parle. Ils l'ont fait. Trop.
Leach soupira. Il nous faut du concret. Quelque chose. Il s'arrêta tandis qu'une petite enveloppe brune était placée sur son bureau. De la part de Miss Marple, dit l'agent, livrée à l'instant. À l'intérieur se trouvait une seule note écrite d'une écriture délicate et bouclée. Je crois que le parapluie pourrait être la clé, si ce n'est du meurtre lui-même, du moins de la raison pour laquelle il a été mis en scène de manière aussi théâtrale. J.M. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit tranquillement à l'église. Les nuages s'amoncelaient enfin, de vrais nuages anglais, annonciateurs de pluie. Le révérend Puckle se trouvait dans le jardin derrière le presbytère, agenouillé maladroitement près d'un rosier qui refusait de fleurir. « Miss Marple, dit-il en se levant trop vite et en frôlant ses genoux. Une surprise, comme toujours. Je me demandais, dit-elle doucement, si je pourrais jeter un œil au grenier de l'église. Il fronça les sourcils. Je crois que la police a déjà évacué les lieux, même si ça me paraît encore très inconvenant de fouiner. Parfois, dit-elle, un petit coup de pouce révèle beaucoup de choses. À contre-cœur, il alla chercher les clés. Le grenier de Saint-Michel était étroit et poussiéreux, avec des poutres aussi vieilles que Cromwell et une multitude d'araignées qui avaient élu domicile dans les coins. Miss Marple monta les escaliers en bois lentement mais sûrement, sa main gantée suivant la rampe. Elle s'arrêta en haut, juste à côté de la trappe. Une légère odeur flottait encore dans l'air, pas celle de la mort. Elle avait été dissipée, mais autre chose, du savon fort et bon marché. Un savon utilisé pour laver le sang, peut-être. Elle s'agenouilla près de la poutre principale et observa le veinage du bois. Il avait été récemment rayé, presque creusé, comme par un objet lourd et encombrant qu'on traînait et positionnait. Et là, dans le coin le plus éloigné, à peine visible sous une planche branlante, une seule plume, d'ivoire. Miss Marple le ramassa et l'examina. Pas de l'ivoire, se corrigea-t-elle. Du plastique. Une plume, probablement celle d'un costume ou d'un parapluie fantaisie, en forme d'aile de canard. Elle le glissa dans son sac à main et descendit, les yeux pleins de nuages. Ce soir-là, Lydia Croom est allée rendre visite à sa grand-mère, qui s'est avérée, ce qui n'est pas une coïncidence, être Miss Marple. Lydia arriva essoufflée, les joues roses, ses mains gantées se tordant à ses côtés. « Je sais que je ne devrais pas être ici, » commença-t-elle. « N'importe quoi, » dit Miss Marple en se levant pour la saluer. « La famille est toujours la bienvenue, même en période de scandale, surtout peut-être dans ces moments-là. » Lydia hésita puis s'assit sur le bord du fauteuil fleuri. « C'est juste que... j'avoire. J'ai déjà vu cet homme, » murmura-t-elle. « Une seule fois. Au Hare and Hen. Il se disputait avec Julian Hargrove. » Les mains de Miss Marple, occupées à disposer un plateau de biscuits, ne s'arrêtèrent pas. « On se dispute, dites-vous ? » Par-dessus des papiers, juridiques, je crois. Monsieur Hargrove était pâle comme du lait. L'homme, le mort, n'arrêtait pas de tapoter un dossier. Il a dit quelque chose comme « Je sais ce que vous avez fait. » Je n'ai entendu qu'un petit bout. Je passais juste. Miss Marple posa doucement le plateau sur la table. « Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police ?» Lydia fixait ses genoux. « Parce que Julian m'a dit de ne pas le faire. Il a dit que ça ne ferait qu'empirer les choses. » Miss Marple lui prit gentiment la main. « Ma chère, quand les gens disent ça, c'est presque toujours parce qu'ils savent que les choses vont empirer de toute façon. » Dehors, la première vraie pluie a commencé à tomber. Douce au début, puis plus ferme. Une pluie purificatrice, venue tout droit du ciel. Ni mystérieuse, ni théâtrale. Juste de l'anglais. Et quelque part, dans un tiroir resté fermé depuis des années, la véritable histoire l'attendait. Pliée dans une liasse de papier, attachée par un ruban, signée par un homme désormais sans nom. Mais Miss Marple le trouverait. Elle l'a toujours fait. Chapitre 4. Les reçus qui ont disparu. C'était par un mercredi après-midi maussade, de ces moments où l'on a toutes les raisons de rester à l'intérieur,
que Miss Marple fit sa deuxième visite tranquille de la semaine à l'église Saint-Michel. Dehors, la pluie était maintenant régulière et franche, non plus théâtrale comme l'averse soudaine qui avait accompagné la découverte du clocher. Les parapluies flottaient tels des scarabées noirs le long de Church Lane. Les villageois de Marlécombe, toujours pragmatiques, s'étaient attelés à pleurer le défunt, inconnu, sur un ton d'une étrange solennité. Qu'il soit mort de façon aussi dramatique, sans explication, leur semblait quelque peu vulgaire, et pourtant fascinant. L'intérieur de l'église. L'air sentait légèrement la cire à la lavande et la laine humide. Les dégâts causés par la pluie intérieure avaient été nettoyés, le tapis enlevé, les coussins des bancs aérés. Mais une étrange sensation persistait, comme un murmure laissé derrière. Cette fois, Miss Marple s'assit au 4e banc, un changement subtil, mais qui lui offrait une meilleure vue sur la tribune de l'orgue. Elle regarda Julian Hargrove entrer par la porte latérale, la tête baissée, son cartable serré fermement. Il ne l'a pas vu. Julian Hargrove avait la réputation d'être un homme méticuleux. Il avait été trésorier de l'Église pendant plus de 10 ans, équilibrant les comptes avec une précision admirée même par les dames les plus sévères de la guilde comptable de Marlécombe. Mais récemment, mademoiselle Marple avait remarqué un tremblement dans ses mains, un tapotement nerveux des doigts sur sa tempe, une pause inhabituelle avant de répondre à des questions simples. Maintenant, elle l'observait depuis son banc silencieux, tandis qu'il montait les escaliers menant au bureau de la sacristie, portant avec lui ce qui semblait être un mince dossier en papier kraft. Lorsqu'il disparut derrière la porte, elle se leva. Pas brusquement, pas de façon suspecte, juste avec la grâce absente d'une femme qui aurait pu oublier quelque chose dans les stalles du cœur. Mais elle n'est pas allée à la chorale. Au lieu de cela, elle se glissa dans le couloir qui menait au bureau de la sacristie, où un courant d'air provenant de la fenêtre rendait les murs légèrement plus frais, et où elle le savait de mémoire, la porte avait une fissure en bas qui transmettait remarquablement bien le son. « Je ne le fais pas. J'ai les originaux, » disait Julian d'une voix tendue. « Ils étaient dans le bureau le mois dernier. »« Je te le jure. » La deuxième voix, basse et calme, appartenait au révérend Puckle. « Eh bien, Julian, » dit doucement le vicaire, « c'est plutôt inquiétant. L'audit annuel du diocèse doit être rendu dans 3 semaines. Nous aurons besoin de ces reçus. » Il y eut un bruissement de papier. « Je vais les retrouver, » dit Julian trop vite. « J'ai juste besoin de temps. Des choses ont disparu. Et pas seulement ça. La serrure de l'armoire a été crochetée. » Une pause. Miss Marple plissa les yeux. « Vous suggérez un cambriolage ? » ?»« Je ne suggère pas, je déclare, » dit Julian. « Et si vous vous posez des questions sur l'homme dans le loft, j'avais rien à voir avec ça. Rien du tout. »« On vous a vu lui parler, » dit doucement le vicaire. Un autre silence. « Je ne connais pas son nom, » murmura Julian. « Mais il a dit qu'il était au courant pour les fonds de l'église, pour le manque à gagner. » La main de Miss Marple agrippa le mur à côté d'elle. Un manque à gagner. Un carnet de reçus manquant. Un homme étrange menaçant d'être dénoncé et qui finit pendu au chevron de l'église. Le modèle commençait à prendre forme. De retour chez elle, elle mit la bouilloire en marche et s'assit à son bureau. Une modeste petite chose que son grand-oncle avait sculptée avec des outils contondants pendant son exil en Rhodésie. Elle a fait une liste dans son petit script démodé. Julian Hargrove, vu en train de se disputer avec sa victime. Reçu manquant, nerveux, parapluie, tête de canard, vue sur verre, disparu, plume en plastique, peut-être accessoire de parapluie, déficit, financier. Quel est le montant? Pour combien de temps? Lydia, témoin d'une altercation, peur. En dessous, elle a dessiné 2 petits cercles, puis les a reliés par une ligne pointillée. Puis elle a appelé la poste. « Gérald ?» demanda-t-elle lorsque M. Vane répondit. « C'est Jane Marple.
Auriez-vous l'amabilité de vérifier à nouveau le registre des clients du Hare et Hen? Je crois me souvenir d'un certain monsieur R. Lane qui est arrivé récemment. En effet, répondit-il en soufflant bruyamment dans le combiné. Chambre 3. J'y ai passé une nuit. Je suis reparti le lendemain matin sans petit déjeuner. Un peu froid, je trouve. Pourriez-vous me confirmer la date de départ? Un tas de papiers. Puis, jeudi, la semaine dernière. Miss Marple hocha la tête. Merci, Gerald. Tu m'as été d'une grande aide. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite au Hare et Hen. La propriétaire, Madame Hara, était une femme corpulente qui tirait une grande fierté de 3 choses: ses pâtés à la viande, la collection de cendres de son mari et l'absolue discrétion de ses invités. Ce qui la rendait, selon l'expérience de Miss Marple, totalement inutile pour les ragots, et extrêmement utile lorsqu'elle était encouragée avec tact et un nouveau lot de crème au citron. « Oh, je me souviens de lui », dit Madame Hara en pinçant les lèvres. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Il restait assis dans sa chambre à écrire dans un horrible carnet rouge. Il portait aussi un parapluie bizarre. Vous savez le genre. On aurait dit un parapluie de cirque. « A-t-il reçu des visiteurs ?» demanda Miss Marple. « Eh bien, » dit Madame Hara, « c'est bien ça, non? Julian Hargrove est venu le voir. Je les ai vus par la fenêtre. Ils sont restés assis ensemble dans le salon pendant 7 minutes. Puis M. Hargrove est parti en trombe. Il n'a pas voulu me regarder dans les yeux le lendemain. « Et le carnet ?» demanda doucement Miss Marple. « Disparu. Il n'était plus dans la chambre quand je l'ai nettoyé. Le parapluie non plus. » Alors qu'elle rentrait chez elle sous une légère bruine, les pensées de Miss Marple se tournèrent vers le timing. L'homme est arrivé mardi. Il s'est disputé avec Hargrove ce soir-là. Il est parti, ou était présumé parti, jeudi matin. Il a été retrouvé mort samedi après-midi. Donc, soit il s'était caché à proximité pendant 2 jours, soit il n'avait jamais quitté l'église. C'est pas ralentir. Il y avait une 3e option. Quelqu'un l'avait assassiné ailleurs, peut-être même ce jeudi soir-là, et avait déplacé le corps vers le clocher pour créer un drame, une perturbation, un retard. Mais pourquoi tarder? Nettoyer, cacher, ou peut-être brûler quelque chose. Cette nuit-là, alors que la pluie continuait, le village de Marlécombe dormait sans repos. Et dans le vieux foyer en pierre de la sacristie de Saint-Michel, profondément enfoui sous les cendres, quelque chose de carbonisé, de noirci avait recommencé à couver dans la mémoire de Miss Marple. Pas de papier, pas de livre, recettes, ou plutôt l'absence d'entre eux. Elle reviendrait demain, et cette fois, elle apporterait son sac à tricot et un tisonnier. Parce qu'à Marlécombe, les secrets ne brûlaient pas proprement. Ils fumaient, ils s'attardaient, et finalement, ils ont rendu l'âme. Chapitre 5. Les cendres sous la cloche. Le lendemain matin, un soleil timide apparut, perçant avec incertitude les nuages grisâtres qui couvraient Marlécombe depuis près d'1 semaine. La lumière ce jour-là avait quelque chose d'étrange, pas vraiment vive, mais prudente, comme si elle aussi attendait une révélation. Miss Marple se leva tôt, sa routine matinale inchangée. Elle nourrit les oiseaux, arrosa l'unique pivoine rebelle dans un coin de son jardin, prena son thé avec un sucre, comme toujours. Mais à 8h30, elle avait enroulé un châle gris autour de ses épaules, glissé un tisonnier dans la poche latérale de son panier à parapluie et se dirigea vers l'église Saint-Michel avec le calme et la sérénité d'une femme se rendant à l'office du matin. Elle ne l'était pas. La sacristie était, comme elle s'y attendait, inoccupée. Le révérend Puckle était parti diriger une répétition de mariage dans la paroisse voisine, et la femme de ménage, Madame Alms, ne venait pas le jeudi. Miss Marple se déplaçait avec précaution. Elle se dirigea vers la vieille cheminée au fond de la sacristie, juste sous le petit vitrail de saint Barnabé le scribe. La grille n'avait pas été utilisée sérieusement depuis des années, pas depuis l'installation du radiateur électrique. Mais le foyer était toujours propre, voire poli, et il était généralement aussi froid que la pierre qui le sous-tendait. Pas aujourd'hui.
Elle s'accroupit et pressa doucement sa paume contre le fer. Chaud. À peine, mais suffisamment. Assez pour lui faire comprendre que quelqu'un l'avait utilisé, il n'y a pas si longtemps. Miss Marple sortit le mince tisonnier de son sac à tricot, resserra ses gants autour de ses poignets et commença à remuer les cendres. Au début, il n'y avait que de la poussière. Puis, un morceau de papier, brûlé sur le bord, déformé par la chaleur, mais pas entièrement consumé. Elle se pencha plus près. De fines lignes bleues, une suite de chiffres. Le bord supérieur de ce qui avait été un reçu, celui que Julian Hargrove avait prétendu avoir disparu. Au moins 3 autres fragments suivaient. L'un d'eux portait le coin d'un sceau officiel d'église. Elle les rassembla soigneusement, les glissa dans une enveloppe en papier et la glissa dans son sac à main. Puis elle se leva, s'essuya les genoux et regarda une dernière fois autour d'elle. Alors qu'elle se tournait pour partir, quelque chose attira son attention. Une tache. Sur la poignée en laiton de la porte intérieure de la sacristie, des empreintes digitales, claires et récentes, comme si quelqu'un avait saisi la poignée avec urgence ou panique. Et juste à côté du cadre de la porte, caché presque invisiblement sous la lambris, un fil, rouge foncé. Elle l'accueillit doucement. Bordeaux. Un fil de cravate, ou une robe, ou quelque chose qui avait autrefois eu beaucoup de sens. Elle partit discrètement, fermant la sacristie derrière elle. À mi-chemin, les nuages s'amoncelaient à nouveau, et à l'intérieur de son sac se trouvaient les premières preuves matérielles que quelqu'un à Marlécombe avait essayé très fort d'effacer un crime. Cet après-midi-là, l'inspecteur Leach rendit visite à Miss Marple. Il n'était pas venu s'annoncer, ce qui lui plaisait plutôt. Cela suggérait un certain malaise chez lui. Le sentiment qu'il savait qu'elle avait, une fois de plus, plusieurs longueurs d'avance sur lui. Elle lui a servi du thé sans fanfare et lui a offert des biscuits au gingembre. « J'ai entendu dire que tu étais allé à l'église, » dit-il, assis raidement dans son fauteuil fleuri. « Oui, » dit-elle d'un ton léger. « C'est un endroit tellement réconfortant, même en ces temps particuliers. » Leach fronça les sourcils. « Mademoiselle Marple, si vous avez trouvé quelque chose, j'insiste pour que vous m'en informiez. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle prit son sac à main et en sortit la petite enveloppe qu'elle fit glisser sur la table. Il l'ouvrit. Son front se fronça. « Recette. Des reçus à moitié brûlés, » le corrigea-t-elle. « Trouvés ce matin. Quelqu'un a maladroitement tenté de les détruire. Dans la cheminée de l'église, de surcroît. Vraiment inefficace. L'encre moderne brûle rarement complètement, sauf si le papier est déchiqueté. Ceux-là ne l'ont pas été. Leach fixe les morceaux de parchemin carbonisés. Puis elle. Ceux-ci correspondent aux registres paroissiaux manquants mentionnés par Hargrove. Exactement. Et tu penses ? La voix de Miss Marple resta douce. Je pense que M. Hargrove était victime de chantage. Leach s'est assis. Elle poursuivit. L'homme du beffroi, appelons-le R. Lane pour l'instant, est arrivé à Marlécombe avec des informations. Peut-être a-t-il fait partie du comité paroissial. Peut-être avait-il accès au compte. Je soupçonne qu'il a confronté Hargrove. Peut-être plus d'une fois. Quand cela a échoué, il a peut-être menacé de dénoncer publiquement. Alors Hargrove a paniqué ? C'est possible. Ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un pour qui l'exposition signifiait la ruine, pas seulement l'embarras. Leach se frotta le menton. Mais pourquoi le pendre ? Pourquoi ne pas simplement le faire disparaître discrètement ? Parce que celui qui a fait ça voulait se distraire, dit Miss Marple. Une scène théâtrale et scandaleuse. Une scène qui détournerait tous les regards des registres pour les porter sur le grenier. Et ça a marché. On s'est concentré sur le qui, pas sur le pourquoi. Leach hocha lentement la tête. Et le parapluie ? Toujours porté disparu, dit Miss Marple. Mais j'ai le sentiment qu'il va réapparaître. Peut-être plus sous forme de parapluie. Peut-être que sa poignée était amovible. Leach cligna des yeux. Tu crois que c'était l'arme du crime ? Je pense que c'était une mise en scène, répondit-elle.
et je pense que quelqu'un dans ce village sait exactement où c'est. » Ce soir-là, tandis que le village se rassemblait au King's Bell pour partager des théories, certaines crédibles, d'autres absurdes, Miss Marple fit une lente promenade jusqu'au Green. Là, à côté du monument aux morts, se trouvait le banc vide où l'homme s'était assis autrefois. Elle marqua une pause, sa main effleurant le dossier. Un léger bruissement s'éleva de la haie. Un jeune garçon en sortit, Billy Norton, le fils de l'épicier, couvert de boue jusqu'aux genoux. « Oh, Miss Marple, » dit-il surpris, « je ne vous avais pas vue. Qu'est-ce que tu as là, Billy ?»« Rien, » dit-il trop vite. « Juste du bois que j'ai trouvé. Un peu de sculpture dessus. » Il a essayé de le mettre dans son manteau. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Puis-je le voir ?» À contre-cœur, il le lui a remis. C'était lisse, pâle. La forme était reconnaissable. Une tête de canard, délicatement sculptée, fendue au niveau du cou, comme si elle avait été fixée à quelque chose. La surface couleur ivoire était tachetée de ce qui aurait pu être du sang ou de la peinture. Miss Marple ne dit rien. Elle tourna la poignée dans sa main, tandis que les premières vraies gouttes d'une nouvelle pluie commençaient à tomber. À l'intérieur de son chalet, plus tard dans la nuit, elle a séché le manche du parapluie sur une serviette et l'a placé à côté des coins brûlés du reçu. Elle avait maintenant un fil, une plume, un manche en ivoire et la moitié d'une trace de papier. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un mobile. Le motif et le courage d'une jeune fille effrayée de dire toute la vérité, parce que quelqu'un à Marlécombe n'était pas seulement coupable. Ils étaient toujours couchés. Chapitre 6. Lydia dit la vérité. Le lendemain matin, une clarté particulière se leva, celle qui n'apparaît qu'après une forte pluie, lorsque les routes brillaient comme des rubans lisses et que les haies scintillaient sous la rosée argentée. Marlécombe semblait fraîchement lavé, mais sous la surface, le ciel n'avait jamais été aussi trouble. Miss Marple, déjà levée et habillée à cette heure, était assise dans son salon tandis que sa bouilloire ronronnait avec une familiarité rassurante. Elle avait à côté d'elle un mince dossier de notes, des fragments en réalité, des reçus brûlés, la découverte par un enfant d'un bout de parapluie à manche en canard, et des murmures de Julian Hargrove et du village tout entier. Elle n'avait pas encore cousu la courte pointe de la vérité, mais elle en avait tous les morceaux. À 8h15, on frappa à la porte. Pas un coup sec, un coup hésitant, presque coupable, 3 coups légers qui suggéraient une personne hésitante à vouloir une réponse. Miss Marple se leva sans hâte et ouvrit la porte. Lydia Groom se tenait là, son imperméable encore humide aux épaules, ses gants tordus nerveusement dans ses mains. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle sans croiser le regard de Miss Marple. « Bien sûr, ma chère, » dit gentiment Miss Marple. « Viens te réchauffer. Le feu commence à peine à se calmer. » Lydia entra comme quelqu'un franchissant un seuil qu'elle avait longtemps cherché à éviter. Elle s'assit au bord du fauteuil fleuri, le dos droit, le menton tremblant. « J'ai menti, » dit-elle soudain, la voix rauque. « Je ne voulais pas. C'est juste que je ne savais pas qui protéger. » Miss Marple, après des années passées à obtenir gentiment des confessions auprès des enfants du village comme des pêcheurs adultes, se contenta de verser du thé. « Je t'écoute, Lydia. » Lydia prit une longue inspiration. « J'ai vu l'homme, celui qu'on a retrouvé dans le beffroi. Je l'ai vu 2 fois, une fois à la poste mardi et une autre fois jeudi soir. Il était à l'orme crochu. »« La vieille écurie derrière le presbytère ?» demanda Miss Marple. Lydia hocha la tête. « On ne s'en sert plus, le toit fuit, et il y a un vieux banc de jardinier à l'intérieur. Mais certains d'entre nous, les jeunes, y vont parfois pour fumer ou juste pour être seuls. Ce soir-là, j'y suis allée pour me changer les idées, et il était là, assis sur le banc, en train de fumer. » Elle s'arrêta, clignant rapidement des yeux. Il n'a pas été surpris de me voir. Il m'a dit « Tu es Lydia, n'est-ce pas ? Je t'ai vue avec Hargrove. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Alors il savait Julien. « Oui. »
Il a dit qu'il le connaissait depuis longtemps, qu'ils avaient travaillé ensemble, quelque chose à propos d'une œuvre caritative. Il a dit que Julian lui devait quelque chose, qu'il était venu récupérer sa dette. Mais il n'avait pas l'air vraiment en colère, plutôt fatigué, comme s'il courait après quelque chose depuis longtemps. Que s'est-il passé ensuite? Je lui ai demandé s'il allait dénoncer la police. Il a dit non. Il a dit qu'il ne cherchait pas à détruire Julian, juste à le faire avouer. Avouer quoi? Je n'ai pas compris. Je pensais qu'il parlait des reçus. Mais maintenant je crois que c'était plus que ça. Lydia baissa les yeux vers ses mains. Il m'a donné un dossier. Un rouge. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais le confier à quelqu'un de confiance. La main de Miss Marple posée sur sa tasse de thé s'immobilisa. « Tu l'as toujours, chérie ?» Lydia hésita. « Non, c'est pour ça que je suis là. Je suis retournée le chercher ce matin. Je l'avais caché dans l'abri de jardin, sous le plancher, mais il a disparu. Quelqu'un l'a pris. » Il y eut un long silence. Finalement, Miss Marple prit la parole. « Lydia, j'ai besoin que tu me dises la vérité. As-tu parlé du dossier à quelqu'un ?» Lydia secoua la tête. « Une seule personne. Je l'ai dit à Julian. Hier. Je pensais que ça l'aiderait peut-être à se manifester. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son cœur se serra légèrement. « Oh, ma chère, cet après-midi-là, l'inspecteur Leach a convoqué Julian Hargrove au poste. Il arrive avec une allure inhabituellement impeccable. Rasé de près, chaussures étincelantes, costume impeccable. Mais ses mains le trahirent, le même tremblement, le même mouvement nerveux du pouce sur le bord de sa paume. « Merci d'être venu, » dit Leach d'un ton neutre. « Nous avons eu un nouveau développement. Un témoin vous a vu avec la victime, et nous avons des preuves suggérant que vous étiez victime de chantage. » Le visage de Julian changea. Pas de choc, pas de peur, plutôt de la lassitude. « Oui, dit-il, je ne le nierai pas. Continue. Il s'appelait Roger Lane. Il y a des années, nous avons travaillé ensemble au sein du conseil financier d'une église londonienne, St. Anselm's à Bayswater. Il y a eu des problèmes. J'ai commis quelques erreurs. Des petites erreurs au début. J'ai transféré des fonds d'un poste budgétaire à un autre, pensant pouvoir les remplacer plus tard. Mais une opportunité s'est présentée. Un don immobilier. J'en ai profité, discrètement, sans laisser de traces. Et M. Lane le savait? Il ne le savait pas à l'époque, mais il l'a découvert plus tard. Il a essayé de l'accepter, mais quand sa propre carrière s'est effondrée, il a décidé de me retrouver. Il m'a dit que je lui devais une chance de prendre un nouveau départ, que si je l'aidais à déménager, si je lui versais une sorte d'indemnité de départ, et il garderait le silence. « As-tu » Julian détourna le regard. « J'ai essayé. » Mais il refusait. Il n'arrêtait pas de poser des questions. Il disait avoir déjà envoyé des preuves quelque part, une sécurité intégrée. Ça m'a fait peur. « L'avez-vous tué, monsieur Hargrove » Julian ferma les yeux. « Non. » Leach retourna chez Miss Marple ce soir-là, ressemblant à un homme démêlant une énorme pelote de ficelle, pour découvrir qu'il s'agissait principalement de nœuds. « Je crois Hargrove, » dit-il. « Ce n'est pas vrai. Sentir comme lui. » Miss Marple, assise à son bureau, hocha la tête. « Parce qu'il a peur. Pas intelligent. » « Exactement. Mais si ce n'est pas lui, alors qui ?» Miss Marple se leva, alla à sa bibliothèque et en sortit un mince registre noir. Ses propres archives, remontant à un scandale dans un jardin paroissial en 1947. Elle tourna une page vers la fin et la montra à Leach. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Le nom de jeune fille de Madame Tuckerton, » dit mademoiselle Marple, « et son frère, ancien comptable du diocèse de Saint-Anselme. » Leach regarda fixement. « Elle a un frère nommé Charles Kettridge ?»« Elle avait, » corrigea Miss Marple. « Il est mort il y a 5 ans, mais ses archives, elles, ne sont pas là. » Leach cligna des yeux. « Tu crois qu'elle ?» ?»« Je pense qu'elle protégeait quelqu'un. Peut-être Julian. Peut-être elle-même.
Mais surtout, je pense que la pluie qui est tombée à l'intérieur de Saint-Michel n'était pas un effet du temps. C'était un avertissement. Quelqu'un recherché. Nous avons été distraits. Quelqu'un qui avait juste assez de connaissances du passé pour s'en servir comme d'une arme. Leach se leva lentement. « Et si on retrouve le dossier ?» Miss Marple ferma le registre avec un doux instantané. « Alors nous trouverons la personne qui le craignait le plus. » Et quelque part, dans un hangar qui n'était plus fermé à clé, un dossier rouge brûlait dans un seau en métal. Des pages qui s'enroulent comme des feuilles mortes. L'encre disparaît dans la fumée. Mais la vérité tout entière, cousue ensemble, n'a pas été détruite si facilement, parce que Miss Marple était déjà en train de le tricoter, un fil à la fois. Chapitre 7. Le Garden Club et le fantôme Marleycombe étaient fiers de ces traditions, et le déjeuner de printemps du Garden Club comptait parmi les plus appréciés. Que le village vienne de subir un meurtre choquant ou un gel inopportun, les dames du club se réunissaient à la salle paroissiale précisément le 2e samedi de mars, vêtues de motifs floraux de saison et armées de chutney à la rhubarbe, de tartelettes aux groseilles et de ragots plus tranchants que des ciseaux. Ce samedi-là, cependant, un malaise submergeait les nappes de dentelle et les banderoles joyeuses. L'affaire du décès du beffroi, désormais surnommé par les enfants du quartier le pendu de l'homme de la pluie, n'avait pas encore été élucidée, et bien que l'inspecteur Leach ait rappelé avec fermeté que cette affaire ne relevait pas de la spéculation publique, les femmes de Marleycombe exprimaient leur profond désaccord. « Bien sûr que c'est une question d'argent, » renifla Madame Dibble en piquant une betterave marinée avec une force inutile. « C'est toujours le cas. L'argent et les hommes, l'un ruine l'autre. »« J'ai entendu dire qu'il n'était pas anglais, » proposa mademoiselle Ellaline Weeks derrière ses sandwichs aux crevettes. Cette cravate est étrangère, peut-être suisse, et il avait regardé, n'est-ce pas, ses pommettes. Je crois que c'était un fantôme, murmura la jeune Nancy Timms. Un fantôme qui s'est noyé dans le clocher de l'église et qui est revenu quand la pluie est tombée à l'intérieur. La table rigolait, sauf une personne. Madame Amelia Tuckerton, habituellement la présence la plus imposante et la plus bruyante lors des fêtes du village, était assise dans un silence inhabituel. Son chapeau lilas retombait légèrement au bord, et son regard, sombre et intense, ne s'éloignait jamais de Lydia Croom, assise de l'autre côté du couloir avec sa tante. Miss Marple, observant tout cela depuis la table du fond, près du sirop de rhubarbe, ne manifesta aucune inquiétude. Elle se contenta de remuer son thé. Elle n'était pas venue pour avoir de la compagnie, mais pour regarder, et elle n'a pas été déçue. À 14h17 précise, quelque chose d'étrange s'est produit. Madame Tuckerton se leva brusquement, surprenant ceux qui étaient après d'elle, et déclara d'une voix forte qu'elle avait oublié son tricot dans la pièce latérale. Personne ne l'interrogea, pas ouvertement, mais Miss Marple, dont l'intuition picotait souvent à des moments que les autres ignoraient, posa sa tasse de thé et se leva silencieusement, la suivant à une distance modeste. La pièce latérale de la salle paroissiale servait à ranger les manteaux et à ajouter des chaises. Elle était sombre et étroite, avec une fenêtre dépolie et un plancher grinçant à mi-hauteur. Miss Marple s'arrêta juste devant la porte. À l'intérieur, elle entendit un bruissement. Non pas celui d'un fil, mais le son caractéristique du papier, celui des pages qui se tournent. Puis, un murmure. « Oh, Charles, qu'as-tu fait ?» Une pause, un léger sanglot, puis l'incontournable instantané de quelque chose qui est fermé et repoussé dans un sac à main. Miss Marple attendit que la porte s'ouvre. Madame Tuckerton a failli entrer en collision avec elle. « Oh, Miss Marple, vous m'avez vraiment surprise. »« Je vous présente mes excuses, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Je venais simplement chercher un châle de rechange. Il y a beaucoup de courant d'air dans le hall aujourd'hui. » Les yeux de Madame Tuckerton se posèrent sur son sac à main. « Oui, tout à fait. » Leurs regards se croisèrent pendant une seconde seulement, mais Miss Marple le vit alors, derrière les fossiles et la poudre. La peur. Pas de culpabilité. Pas encore. Mais la peur était
Assez proche. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit une visite discrète à l'inspecteur Leach, qui était penché sur des cartes et des registres dans l'arrière-bureau du poste de police, une tasse de thé froid oubliée à son coude. « Vous avez l'air épuisé, inspecteur, » dit-elle doucement. « Je suis épuisé, » répondit-il en soupirant. « Plus je creuse, moins je trouve. Le récit d'Hargrove est incomplet. L'identité de la victime n'est toujours pas confirmée. Le manche du parapluie est une impasse. Aucune empreinte digitale. Et maintenant les villageois voient des fantômes dans le jardin. »« Je ne laisserai pas tomber le jardin si vite, » dit Miss Marple en s'installant dans le fauteuil visiteur. « Des fantômes, non. Mais les jardins recèlent bien des secrets, surtout lorsqu'ils sont mal entretenus. » Leach haussa un sourcil. « Tu parles par métaphore ? » ?»« Pas du tout. Je crois que quelqu'un a utilisé l'ancien jardin d'herbes aromatiques derrière l'église. Il n'a pas été entretenu depuis des années, et pourtant j'ai remarqué hier que le sol était remblayé. Une parcelle près du massif de lavande avait été récemment creusée et remblayée. Ça pourrait être des blaireaux. C'est possible, acquiesça Miss Marple, mais c'est terriblement propre pour les blaireaux. Leach se frotta le front. Suggérez-vous que le corps a été d'abord enterré puis déplacé vers le beffroi ? Je suggère quelque chose a été enterré, et avec un peu de chance, il n'a pas encore été déterré. En début de soirée, une équipe de gendarmes était à l'œuvre derrière l'église. Miss Marple se tenait à l'écart, les observant tandis qu'ils défrichaient les ronces et commençaient à creuser. Les premiers centimètres ne révélèrent que des pierres et de vieilles racines. Puis, un cri strident d'un des officiers. « Monsieur, j'ai quelque chose. » Leach s'est précipité. C'était une boîte en métal, vieille, rouillée mais intacte, de la taille d'une boîte à chaussures, avec un loquet rouillé. Lorsque Leach l'ouvrit de force, une odeur de moisi s'en échappa, et avec elle, les vestiges d'un objet autrefois soigneusement préservé. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un dossier rouge. Les bords étaient légèrement brûlés. Plusieurs documents étaient à moitié carbonisés, mais encore lisibles. Leach le souleva à deux mains, comme s'il avait peur qu'il disparaisse. « Eh bien, je serai l'assurance de Roger Lane, » dit doucement Miss Marple. Il ne faisait pas entièrement confiance à Lydia, mais il lui en a donné une copie. Le vrai, je crois, il l'a enterré ici, juste au cas où. Leach la fixa du regard. « Comment le savais-tu ?»« Parce que c'est ce que j'aurais fait, » répondit-elle. De retour à la gare, sous une lumière contrôlée et avec des gants, Leach a examiné les documents. Il comprenait une liste de numéros de compte, certains au nom de Julian Hargrove, d'autres inconnus, ainsi que des copies numérisées de documents financiers originaux de l'église Saint-Anselme de Londres. Le plus accablant, une lettre, non envoyée, manuscrite. À qui cela peut concerner ? Si je suis retrouvé mort ou si je disparais, sachez que ce n'était ni un accident ni un choix. Le responsable n'est pas Julian Hargrove, même s'il me craint. Le véritable ennemi est quelqu'un qui s'est caché à la vue de tous pendant des décennies. Quelqu'un qui portait la croix comme une armure et qui cachait des secrets dans ses sermons. Regardez ceux qui m'ont connu autrefois et qui me craignaient encore plus. R.L. Quelqu'un qui a porté la croix ? Lut Leach à voix haute. Il ne parle pas du vicaire ? Non, dit Miss Marple doucement. Je crois qu'il veut dire le frère de Madame Tuckerton, feu Charles Kettridge. Mais il est mort. Oui, mais ses affaires ne l'étaient pas. Et je crois que Madame Tuckerton a hérité de plus que sa pension. Elle a hérité de ses secrets. Cette nuit-là, alors que le vent se levait à nouveau et que les cloches de Saint-Michel sonnaient pour les vêpres, Miss Marple était assise près de sa cheminée avec son tricot. Dehors, les nuages d'orage se rassemblaient à nouveau, et le tonnerre grondait faiblement au-dessus de la colline. La pluie revenait, mais cette fois, ce serait la vérité. Chapitre 8. Ce que la pluie cachait. Dimanche, le ciel au-dessus de Marlécombe était devenu d'un gris inquiétant. Les cloches de l'église sonnaient avec un timbre à la fois solennel et lourd.
leur son s'élevant à travers le village comme un rappel d'une tâche inachevée. La pluie revenue pendant la nuit était moins théâtrale maintenant, régulière, persistante et réelle. Mais pour Miss Marple, elle n'en était pas moins significative. Elle assistait à l'office du matin à Saint-Michel avec son attitude habituelle. Gants impeccables, manteau bleu repassé et chapeau orné de myosotis délavés. Assise au 4e banc, juste derrière la famille Croom, elle observait l'assemblée avec une intensité silencieuse. Julian Hargrove est arrivé en retard, pâle et les yeux creux, prenant place sans regarder personne. Madame Tuckerton, cependant, était à l'heure, resplendissante dans un ensemble de soie noire et une broche en saphir qui ne s'accordait pas vraiment avec le ton du jour. Elle chantait chaque hymne à tue-tête, le menton haut, évitant complètement Miss Marple du regard. Le sermon du révérend Puckle était à la fois sérieux et maladroit. Il évoquait le poids de la conscience, le réconfort de la vérité et le poids de la culpabilité sur l'âme. Mademoiselle Marple estimait que c'était l'une de ses meilleures interventions, même si elle remarqua que Madame Tuckerton n'avait pas baissé la tête une seule fois durant l'homélie. Après la cérémonie, on entendit le traditionnel mouvement poli de manteau et de parapluie dans le vestibule de l'église. Les villageois murmurèrent entre eux à voix basse, non pas à propos de Dieu ou de la grâce, mais de meurtre et de mystère. « Elle est terriblement calme, » murmura Miss Ellaline Weeks à personne en particulier. « Elle a toujours ceste, » répondit quelqu'un d'invisible, comme une statue sculptée par la désapprobation. Miss Marple s'attarda un instant, puis sortit lentement par la porte latérale, descendit les marches couvertes de mousse et se dirigea vers le jardin d'herbes aromatiques derrière l'église. C'était boueux, glissant et presque silencieux, à l'exception du léger ruissellement de l'eau de pluie des avant-toits. Et là, elle trouva l'inspecteur Leach, exactement là où elle l'attendait. Il se tenait sous un parapluie noir, le manteau humide, regardant l'endroit où la boîte en fer blanc rouillé avait été déterrée 2 jours auparavant. « Elle ne va pas avouer, » dit-il alors qu'elle s'approchait. « Non, » dit Miss Marple, « elle ne le fera pas, à moins que vous ne la mettiez au pied du mur, non pas par des preuves, mais par la mémoire. » Leach fronça les sourcils. « C'est ton truc, n'est-ce pas? »« Tu ne résous pas les crimes, souviens-toi personne. »« Je observais. »« Les gens, » corrigea doucement Miss Marple, « et je crois que vous n'avez pas affaire à un meurtre soudain. C'est un meurtre très vieux saint, juste traîné, à contre-cœur, dans la lumière. » Leach acquiesça. « Nous savons, grâce aux documents, que Charles Kettridge a détourné des fonds diocésains il y a des décennies. Mais le faux a été dissimulé, probablement par quelqu'un au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Il n'a jamais été inculpé. Au lieu de cela, il a démissionné discrètement et s'est installé ici, à Marleycombe. Avec une sœur, dit Miss Marple, qui avait ses propres ambitions, et peut-être des dettes à rembourser. » Leach pencha la tête. « Tu crois qu'elle l'a aidé à le cacher? Ou peut-être en a-t-il profité? Par petites touches. L'héritage de Charles était d'une générosité suspecte, surtout compte tenu de son modeste salaire. » Il la regarda. « Tu penses celle. Avez-vous tué Roger Lane? Je pense que c'est elle qui avait le plus à perdre. » Cet après-midi-là, Lydia Croom est revenue prendre le thé. Cette fois, elle ne tremblait pas, mais elle était pâle et ses yeux possédaient cette sorte de clarté lasse qui n'arrive qu'après des nuits blanches. « Je me souviens d'autre chose, » dit-elle, tandis que Miss Marple lui tendait une assiette de scones au raisin. « Jeudi, la veille du jour où l'homme a été retrouvé. » Miss Marple haussa les sourcils. « Vas-y, ma chérie. » Je suis allée à l'église récupérer une écharpe que j'avais oubliée. Une écharpe que ma tante avait tricotée. Je n'en ai parlé à personne. C'était après le crépuscule. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange près de la sacristie. Elle s'arrêta. Il y avait une silhouette, vêtue d'un manteau, je crois, qui s'éloignait de la porte latérale. Elle portait quelque chose de long sous un bras, comme
une tringle à rideaux, ou peut-être un parapluie. C'était difficile à voir, mais elle ne boitait pas. Elle se déplaçait rapidement, avec détermination. « Tu as vu où ils sont allés ?» ?»« Non, mais ils ont disparu par derrière, vers le jardin d'herbes aromatiques. » Miss Marple émit un léger « Hum !» La porte de la sacristie était-elle verrouillée ? Je n'ai pas essayé, dit Lydia. Je me sentais observée. Alors je suis partie. Miss Marple prit son carnet dont la couverture était si usée qu'elle ressemblait à du vieux cuir. Elle griffonna quelque chose à voix basse. Puis elle a demandé « Lydia, connais-tu bien Madame Tuckerton ? Elle a toujours été gentille avec moi. Ferme mais gentille. Elle m'a offert mes premiers gigants et a payé mes cours de piano. » « Oui, » répondit Miss Marple, « mais la gentillesse peut être un déguisement, et le contrôle peut prendre de nombreuses formes. » Le lendemain, un piège silencieux a été tendu. L'inspecteur Leach a adressé un avis à tous les paroissiens. Une réunion d'enquête privée serait organisée dans la salle paroissiale pour tous les villageois ayant des liens financiers avec M. Hargrove ou feu M. Kettridge. La présence n'était pas obligatoire, mais elle constituerait un signe de coopération. Leach ne s'attendait pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Il s'attendait à une réponse, et elle l'a fait. Madame Tuckerton arrive à la salle paroissiale, parée de perles et l'air légèrement offensé. Elle dépassa les quelques personnes rassemblées, déclara que toute cette cérémonie était une absurdité théâtrale, et demanda quand elle finirait. « J'espère ne pas être longue, » dit-elle. « J'ai rendez-vous avec le fonds de bienfaisance des dames dans 20 minutes. » Leach hocha la tête. « Bien sûr. Pouvons-nous parler à la sacristie ?» Elle se raidit, juste légèrement, mais accepta. À l'intérieur, elle trouva non seulement Leach, mais Miss Marple qui l'attendait avec un document plié et un plateau de thé. « Vraiment, » dit-elle, « si j'avais su que c'était un goûter, j'aurais apporté mes biscuits au citron. »« Asseyez-vous, » dit Miss Marple. Madame Tuckerton s'assit lentement sur la chaise. Leach a parlé en premier. « Nous avons retrouvé des documents enterrés derrière l'église. Certains étaient calcinés, d'autres étaient remarquablement intacts. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. L'une d'elles était une lettre, dit doucement Miss Marple, non envoyée, adressée non pas à la police, mais à quiconque voulait bien l'entendre. Elle affirmait que le véritable artisan du scandale de détournement de fonds n'était pas Charles Kettridge, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'avait conseillé, qui avait géré les registres, qui avait dissimulé les virements. Madame Tuckerton cligna des yeux. Charles était bien des choses, poursuivit Miss Marple, mais il n'était pas doué avec les chiffres. Vous, si. Vous teniez les comptes de la guilde des dames. Vous balanciez les comptes. Vous voyiez ce qui pouvait être caché. Leach lui déposa la lettre. Ceci est une copie. L'original est entre les mains de l'équipe médico-légale. Madame Tuckerton n'y a pas touché. Vous suggérez, dit-elle lentement, que j'ai assassiné un homme pour protéger un scandale d'il y a 30 ans ? Miss Marple servit le thé. Et ce n'est pas tout. Je crois que Roger Lane vous a approché en premier, avant Julian Hargrove. Je crois qu'il en savait assez pour deviner votre rôle, et je crois qu'il a exigé le silence en échange de sa discrétion. Vous n'avez aucune preuve. Nous avons un fil, dit doucement Miss Marple, trouvé à la sacristie, marron, du même fil qui était assorti à la robe de cérémonie de votre défunt frère, celle que vous avez fait encadrer, et récemment retirée. Madame Tuckerton retint son souffle, à peine. Elle se leva. C'est absurde. Non, dit Miss Marple, c'est triste, parce que je crois que tu n'as pas agi par cupidité, mais par peur. Peur que le monde que tu avais construit, la personnalité que tu entretenais, s'effondre. Que Lydia le sache, que le village le voie, que tu deviennes ce que tu as toujours jugé chez les autres. Les mains de Madame Tuckerton tremblaient, et pour la première fois depuis toutes ces années, Miss Marple la vit comme une femme démasquée, pas noble, pas redoutable, mais épuisée. Dehors, la pluie a recommencé. Pas difficile.
juste assez pour crépiter doucement sur les fenêtres de la sacristie et résonner sous les ardoises du toit de l'église. Et cette fois, ce n'était que de la pluie. Pas de secret, pas de piège. Juste le doux rappel que tout, finalement, est lavé et nettoyé. Chapitre 9. Une arrestation silencieuse. La pluie était devenue une compagne fidèle à Marlécombe, tel un vieil oncle qui abuserait de son hospitalité, mais qui apporterait néanmoins une certaine nostalgie. Les villageois avaient commencé à porter leurs parapluies comme des bras croisés. Mais alors même que l'humidité persistait sur les rebords de fenêtres et s'infiltrait dans les coins des bottes, quelque chose d'autre se levait. Les murmures s'étaient atténués. La spéculation avait ralenti. Et ceux qui avaient quelque chose à cacher avaient commencé à regarder un peu plus souvent par-dessus leur épaule. Dans son salon de Church Lane, Miss Marple était assise à coudre l'ourlet d'un mouchoir en dentelle, son dé à coudre tapant comme un métronome sur le tissu doux. Dehors, des rouges-gorges sautillaient au bord du parterre de fleurs, gazouillant entre les gouttes de pluie. Le printemps était presque éprouvant. Il était presque midi lorsque le téléphone a sonné. « Miss Marple ?» dit l'inspecteur Leach d'une voix sèche et retenue. « Bonjour, inspecteur. Je suppose que vous appelez au sujet de Madame Tuckerton. » Il y eut une pause. « Elle a avoué, » dit-il finalement. « Pas le meurtre, pas directement. Mais elle a admis connaître la véritable identité de Lane. Elle a admis qu'il avait menacé de révéler de vieilles affaires qu'elle croyait réglées. Elle a admis avoir brûlé le dossier rouge. Mais pas le meurtre ? Non, soupira Leach. Elle prétend ne pas avoir vu Lane depuis des jours, qu'il avait disparu de lui-même, qu'en apprenant l'existence du corps dans le beffroi, elle avait été aussi choquée que tout le monde. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur sa couture. « Mais ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas ?»« Non, dit-il. Nous avons trouvé des traces de cire sur le parquet de son salon, de la cire de bougie rouge foncée, la même que celle de la bougie votive retrouvée fondue dans le clocher. Vous vous souvenez des étranges traces de brûlure ? Je fais. Elle prétend que Lane lui a donné la bougie, en guise de cadeau. Elle a dit que c'était symbolique. » Leach renifla. « On dirait un mensonge enrobé de poésie. »« Lane aimait les symboles, » dit Miss Marple pensivement. « Il voulait l'effrayer, rappeler elle. La bougie n'était pas censée brûler, mais quelqu'un l'a allumée, et quelqu'un l'a utilisée pour mettre en scène une scène de théâtre. » Elle s'arrêta. « Et comment va Lydia ?»« Ébranlée, mais fort. Bien. Il faudra qu'elle le soit. » Ce soir-là, un dîner des plus discrets fut organisé au presbytère. Le révérend Puckle avait invité Miss Marple, l'inspecteur Leach et la jeune Lydia dans une tentative, plutôt maladroite, de remettre une note de grâce dans la vie du village. Le rôti était légèrement trop cuit, les pommes de terre pas assez cuites, et la crème anglaise s'était détachée. Mais personne ne s'en plaignit. Il y avait quelque chose d'étrangement touchant dans le désir de normalité du vicaire, comme si la gentillesse pouvait éponger le meurtre. Après le repas, Lydia et Miss Marple s'attardèrent dans le salon, tandis que les hommes fumèrent la pipe dans le bureau. Lydia était assise près de la cheminée, les mains jointes sur ses genoux, fixant les braises. « Elle n'était pas méchante, » dit-elle doucement. « Madame Tuckerton. » Juste. Effrayée. Toujours effrayée. Je la croyais forte, mais maintenant... Elle s'interrompit. Miss Marple ne se contenta d'aucune platitude. Elle laissa le silence s'installer. « Elle m'a dit un jour, » a poursuivi Lydia, « dans un village, tout est dans les apparences. On est tous des poupées dans un placard. J'ai trouvé ça drôle à l'époque. Certaines personnes passent leur vie à épousseter les vitres, murmura Miss Marple. Mais tôt ou tard, quelqu'un ouvre le placard. Lydia la regarda. L'a-t-elle tuée ? Je ne crois pas qu'elle ait porté le coup fatal, mais je crois qu'elle a assisté à l'événement, ou qu'elle a contribué à son accomplissement, et puis elle a veillé à ce que ce soit le cas. Fouille, de manière théâtrale, délibérée, pour effrayer les autres et les réduire au silence. Lydia hocha lentement la tête. Elle ira en prison, n'est-ce pas ? Pour destruction de preuves, obstruction,
complot. Oui, j'imagine qu'elle le sera. Mais son inculpation pour meurtre dépendra des autres éléments révélés. Est-ce qu'il y aura autre chose? Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers le feu. Oui. Le lendemain matin, des nouvelles nous sont parvenues. Les résultats de l'autopsie de Roger Lane sont tombés. Contrairement à ce que l'on pensait initialement, il n'était pas mort par strangulation. Une blessure à la tête, un traumatisme contondant à l'arrière du crâne, l'avait probablement rendu inconscient avant d'être pendu au beffroi. Des traces d'huile étaient visibles sur son col, et de petits fragments de rouille étaient incrustés dans la blessure. L'inspecteur Leach regarda le rapport. « De la rouille, » murmura-t-il. « De la rouille de quoi ?» Miss Marple répondit sans hésiter. « De la poulie du grenier de l'église. Quelqu'un s'en est servi pour soulever son corps, mais il a été frappé en premier, maladroitement. Peut-être pas pour le tuer. » Leach leva brusquement les yeux. « Un accident ? » ?»« Non, » dit-elle, « mais pas bien planifié non plus. Une confrontation qui a mal tourné. Peut-être a-t-il menacé de révéler plus que les finances. Peut-être a-t-il menacé de publier. Cette lettre qu'il a écrite, dit Leach, celle trouvée dans la boîte en fer blanc. Elle laissait entendre que plusieurs coupables étaient impliqués. Oui, et maintenant il faut se demander, qui d'autre le craignait? Ce soir-là, l'agent Frawley rendit visite à Miss Marple avec un paquet de matériaux récupérés. « De la valise de Lane, » dit-il. « On l'a trouvé caché dans le grenier du Hare et Hen. Il a dû se glisser derrière les chevrons, bien caché. À l'intérieur se trouvait une poignée de lettres, une carte froissée de Marleycombe, 2 cahiers et, soigneusement pliés, une photographie. Miss Marple l'examina attentivement. Un groupe d'églises posait solennellement devant l'autel d'une paroisse londonienne. Elle reconnut Julian Hargrove, Charles Kettridge et un autre visage qui la fit s'arrêter. Le jardinier de Saint Michael's, M. Thomas Evers. Il avait si peu parlé toutes ces semaines. Il avait juste découvert le corps et avait disparu dans l'ombre de l'église, huilant les gonds et balayant les sols. Miss Marple regarda à nouveau la photo. Il était là, plus jeune mais reconnaissable entre mille, debout à côté de Lane, souriant. Le lendemain, Miss Marple et l'inspecteur Leach trouvèrent M. Evers dans le beffroi, comme s'il était ramené sur les lieux. Il leva les yeux de la corde de la cloche avec une légère surprise. « Je ne m'attendais pas à des visiteurs, » a-t-il dit. Miss Marple s'avança. « Monsieur Evers, vous connaissiez Roger Lane, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Il y a des années, » admit-il finalement. « Nous avons servi ensemble à Londres. C'était lui l'idéaliste. Je tenais les comptes. Et tu es resté silencieux après le scandale. J'avais une femme, des enfants. Roger n'a jamais compris que parfois, le silence est synonyme de survie. » Miss Marple hocha la tête. « Et quand il est revenu ?» La voix d'Evers était calme. Il a dit qu'il allait tout publier, qu'on allait tous couler. J'ai essayé de l'arrêter, juste de parler. Mais il ne voulait pas se calmer. Il m'a bousculé. J'ai attrapé la poulie. Il s'est arrêté, les yeux creux. Je ne voulais pas le frapper. Il est tombé. » Il y eut un long moment de silence. L'inspecteur Leach a alors déclaré « Monsieur Evers, je vous arrête pour le meurtre de Roger Lane. » Evers hocha la tête. Il n'opposa aucune résistance. Il regarda simplement le cimetière trempé par la pluie. « Je l'avais prévenu, » murmura-t-il, mais il aimait le bruit du tonnerre. De retour dans son salon, Miss Marple finit de coudre son mouchoir et le plia soigneusement. Le meurtre a été résolu. Mais tandis qu'elle regardait la pluie tomber doucement sur la vitre, elle savait que les ondulations persisteraient. La vérité avait le don de transformer un village, non pas de manière bruyante mais discrète. La confiance devait être rétablie, les amitiés réparées, les cicatrices cachées derrière les sourires. Pourtant, il y avait de la paix dans le fait de savoir. Et à Marleycombe, même quand la pluie tombait à l'intérieur, la vérité finissait toujours par sortir. Chapitre 10. La lettre qui n'a jamais été envoyée. Le lendemain de l'arrestation silencieuse de M. Evers,
Marleycombe se réveilla dans un étrange silence, comme si le village lui-même retenait son souffle. Le ciel restait bas et argenté, comme s'il répugnait à livrer ses secrets, tandis que la fumée des cheminées s'élevait lentement des toits d'ardoise et que les haies tremblaient faiblement dans la brise humide. Miss Marple se tenait dans son modeste jardin, taillant la lavande, ses gants humides de rosée, son esprit ressassant non seulement les événements de la semaine écoulée, mais aussi les questions plus profondes et plus anciennes qu'ils avaient laissées derrière eux. Un meurtre aurait pu être résolu, certes, et des aveux prononcés, mais il restait un fil tenace, comme un fil tendu dans une rangée de points de suture parfaits, qui refusaient d'être rangés. Roger Lane avait craint pour sa vie. La lettre retrouvée dans la boîte en fer blanc enterrée dans le jardin d'herbes aromatiques le démontrait. Mais Miss Marple ne pouvait oublier ces mots. Le véritable ennemi est quelqu'un qui porte la croix comme armure. Ce n'était pas Thomas Evers. Il portait une salopette, pas une robe. Et s'il était vrai qu'Evers avait porté le coup fatal, paniqué, soudain, Miss Marple n'était pas encore certaine qu'il ait agi seul. Le théâtre, après tout, nécessite une mise en scène, et quelqu'un avait organisé ce crime. Tard ce matin-là, un messager arriva à la porte de Miss Marple. Ni de la police, ni d'aucun villageois. C'était un jeune homme vêtu d'un imperméable, tenant une enveloppe scellée. « Pour Miss Jane Marple », dit-il en inclinant sa casquette. L'écriture n'était pas familière. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée. « Chère Miss Marple, j'écris ceci en sachant qu'au moment où vous le lirez, je ne serai peut-être plus capable de dire la vérité à voix haute. Je n'ai pas tué Roger Lane, mais j'ai fait tout le reste. Il y a des années, j'ai aidé Charles Kettridge à construire une structure de vol si fragile qu'elle a résisté pendant des décennies. Roger l'a découverte et a exigé sa destruction. J'étais terrifié, non seulement par la dénonciation, mais aussi par le jugement. Alors j'ai induit en erreur. J'ai caché des documents. J'ai suggéré des menaces. J'ai fait allusion au danger et laissé les autres agir par peur. Si Thomas Evers est coupable, c'est parce que je lui ai ouvert la voie. Je ne l'avouerai pas à voix haute. Je suis trop la sœur de mon frère pour cela. Mais j'espère que vous saurez quoi faire de cette lettre. Fais ce qui est juste, même si le village ne me pardonne jamais. » Ah, Miss Marple la lut 2 fois. Elle le plia ensuite soigneusement et le plaça dans sa boîte à lettres, à côté d'autres lettres qui n'étaient jamais destinées au public. Elle le donnerait à Leach, plus tard, mais pas encore. Laissez d'abord la poussière retomber. Pendant ce temps, l'inspecteur Leach était assis dans son petit bureau encombré de papiers, les yeux rivés sur les résultats préliminaires de l'équipe médico-légale. Ils avaient en confirmé la théorie de mademoiselle Marple concernant la bougie votive. Des traces de cire menaient du salon de madame Tuckerton à la nef de l'église, puis à l'escalier menant au clocher. Un sentier, comme des miettes de pain. Il tapota son crayon contre le bord du bureau. Il y avait eu tellement de choses à propos de la diversion. Roger Lane avait menacé de dénoncer ses actes, certes, mais ce n'est pas sa dénonciation qui lui a été fatale. C'est sa capacité à inspirer point autres agir, paniquer, anticiper. C'était là son véritable pouvoir. Et ce pouvoir avait effrayé madame Tuckerton plus que n'importe quelle corde ou n'importe quel feu. Cet après-midi-là, le fonds de bienfaisance des dames s'est réuni pour la première fois depuis le meurtre. Un groupe plus petit que d'habitude. L'absence de madame Tuckerton, désormais tranquillement, reposant chez sa sœur dans le Surrey, selon la formule diplomatique du révérend Puckle, laissait un vide notable à la tête de la table. Mademoiselle Elaline Weeks, qui avait assuré la présidence par intérim, s'efforçait vaillamment de maintenir la convivialité de la réunion. Maintenant, pour ce qui est des dons de printemps pour l'orphelinat, commença-t-elle en feuilletant un dossier bleu. Madame Dibble, je crois que vous supervisiez le fonds. Madame Dibble fronça les sourcils. J'ai donné la liste à Amelia la semaine dernière. Elle a dit qu'elle finaliserait les calculs et les présenterait aujourd'hui. Un silence s'installa. Miss Marple, assise au bout de la table, leva la tête. « J'imagine que la liste est toujours dans son bureau, dit-elle. Ou peut-être brûlée.
Les têtes se tournèrent brusquement. « Brûlés » haleta Miss Weeks. Miss Marple les regarda tous calmement. « Nous venons de traverser une tempête, mesdames. Une tempête qui n'est pas tombée du ciel, mais de nos propres ailes. Si nous faisons comme si la pluie n'était jamais tombée, nous risquons de nous retrouver à nouveau sous les inondations. » Elle a croisé les mains. « Je suggère que nous réexaminions tous les dossiers financiers des 5 dernières années, discrètement, complètement, avant que la police ne se sente obligée de le faire elle-même. » Il y eut une longue pause. Puis, à sa grande surprise, Madame Dibble hocha la tête. « Je vais vous aider, Mademoiselle Weeks aussi, et 2 autres. » Miss Marple sirotait son thé. Il y avait, pensa-t-elle, quelque chose dans l'odeur de l'honnêteté qui revenait dans une pièce. Ce soir-là, Miss Marple reçut une visite inattendue. Julien Hargrove. Il paraissait plus maigre, plus âgé, comme si la sympathie et la suspicion du village l'avaient autant épuisé. Mais il y avait maintenant un calme dans son expression, le calme de quelqu'un qui a regardé au fond du gouffre et en est remonté. « Je suis venu vous remercier, » dit-il simplement, de n'en avoir pas dit plus que nécessaire, d'avoir compris que faiblesse n'est pas synonyme de culpabilité. Miss Marple lui fit signe d'entrer, mais il secoua la tête. « Je ne resterai pas. Je quitte Marlécombe. » Elle pencha la tête. « Pour de bon ?» Il regarda vers les collines. « Non. Juste assez longtemps pour redevenir un étranger. Assez longtemps pour me rappeler qui j'étais avant de commencer à mentir. » Elle hocha doucement la tête. « J'espère que vous trouverez la paix, Monsieur Hargrove. » Il sourit. « Vous aussi, Miss Marple, mais je soupçonne que vous l'avez déjà. Cette nuit-là, la pluie s'est arrêtée. Les nuages s'écartèrent juste assez pour laisser apparaître la lune au-dessus du clocher de l'église, pâle, ronde et étrangement réconfortante. De sa fenêtre, Miss Marple observait le village endormi en contrebas, les toits luisant faiblement des derniers souvenirs de la tempête. Quelque part, dans le silence de l'heure, elle s'imagina entendre le plus faible écho des cloches de l'église, qui ne sonnaient plus, mais se balançaient simplement. Le clocher, une fois de plus, était vide, mais pas oublié. Chapitre 11. La vérité dans les marges. Il n'était pas rare que Miss Marple se rende à la bibliothèque de près de Marlécombe le lundi matin. Elle l'avait d'ailleurs fait avec une telle régularité au cours des 30 dernières années que sa venue était aussi régulière que celle du facteur, et bien plus bienvenue. Mais aujourd'hui, elle est entrée avec un objectif pas entièrement littéraire. La bibliothèque de près, autrefois un ancien bureau de moulin, était désormais dirigée par mademoiselle Theda Greaves, une femme d'une précision extrême qui portait des lunettes de lecture à chaîne et avait mémorisé le système décimal Dewey, non pas une, mais 2 fois, juste pour être sûre. Mademoiselle Greaves était, à sa manière, une sorte d'archiviste de la fragilité humaine. Elle savait qui empruntait des thrillers et qui demandait des guides de jardinage, et plus important encore, qui rendait des livres en retard avec les coins cornés ou les pages étrangement froissées. Lorsque Miss Marple entra, la pluie dégoulinant encore doucement de son parapluie, Miss Greaves leva les yeux et hocha la tête avec une sorte d'approbation respectueuse. « Miss Marple, dit-elle, de retour pour plus de Miss Sayers ? » « Pas aujourd'hui, » répondit Miss Marple en lui rendant son sourire. « Je cherche les registres paroissiaux. » Mademoiselle Greaves cligna des yeux. « Les archives locales ? » ?»« Oui. J'ai cru comprendre que vous conserviez ici des doubles des bulletins paroissiaux et des procès-verbaux des comités. Ça remonte à loin ? » « Eh bien, si, » dit lentement mademoiselle Greaves, même si les plus vieux n'ont pas été correctement triés. Ils sont encore dans le placard du fond, un peu poussiéreux. « Un peu de poussière ne me dérange pas, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Ça retombe, comme la vérité. » 1 heure plus tard, Miss Marple était assise à la table de lecture du fond, avec 2 boîtes de brochures jaunies et de comptes rendus de réunions manuscrits datant des années 1970 à la fin des années 1990.
Elle les feuilleta avec des doigts prudents, ses yeux scrutant rapidement, entraînée à saisir les modèles et les incohérences. Et c'est dans les marges qu'elle a trouvé le premier indice, une ligne griffonnée à côté d'un résumé du grand livre du comité de bienfaisance de 1989. Note personnelle. Séquet recommande de ne pas enregistrer les dons en espèces. Il s'agit d'un bienfaiteur anonyme. À confirmer. C.K. Charles Kettridge. Miss Marple plissa les yeux. 3 pages plus loin, dans un rapport financier trimestriel de 1990, il y avait une autre note marginale, la même écriture, maintenant effacée. Rencontre au grenier de l'église, tard dans la soirée, officieuse. J.H. et C.K. pour discuter de la manne. J.H. Julian Hargrove. Les preuves n'étaient pas légales. Elles ne tiendraient pas devant un tribunal. Mais pour Miss Marple, elles suffisaient à confirmer ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Les germes de la tragédie actuelle avaient été semés il y a longtemps, lorsque la cupidité était encore fragile et les excuses fraîches. Roger Lane n'avait pas découvert de secret. Il avait déterré silence habituel, une conspiration par omission. Cet après-midi-là, la pluie est revenue, d'abord légèrement, comme un murmure aux vitres. Miss Marple était assise dans son salon, rassemblant ses notes avec la délicatesse d'un botaniste assemblant une fleur rare à partir de pétales pressés. Sa petite table était couverte de reçus, de lettres copiées, de bulletins paroissiaux et de notes écrites de sa main acérée. Elle n'a pas vu de fantôme, mais elle a vu motif. Et c'était le modèle, et non le crime, qui comptait vraiment. Un coup frappé à la porte l'attira de ses pensées. C'était Lydia Croom, les joues si rouges de froid, tenant un carnet. « J'ai trouvé ça dans le grenier, » dit-elle. « Dans un coffre rempli de vieux recueils de cantiques. C'est à Roger, je crois. » Miss Marple prit le carnet avec révérence. « Entrez, mon enfant, et enlevez ce manteau mouillé. » Lydia obéit, et quelques minutes plus tard, elle était recroquevillée dans le fauteuil à oreilles avec une tasse de thé, ses bottes séchant près du feu. Miss Marple ouvrit le carnet. À l'intérieur se trouvaient des pages d'une écriture soignée et penchée. Notes, observations, schémas de circuits financiers. Et puis, aux 3/4 environ, une liste de noms. La sienne parmi eux. « Alors ils nous observaient tous, » murmura Lydia. « Non, ma chère, » dit Miss Marple. « Il était écoute. Et c'est l'écoute qui l'a fait tuer. » Elle tourna la page et s'arrêta. Là, collé sur la feuille suivante,